100% Bénin, merci à vous, mesdames, messieurs, de prendre une fois encore le rendez-vous. Bienvenue. Interview bilan des 2 ans de gouvernance talent. Des réactions, elles pleuvent continuellement de toutes parts. Et sans doute, pour quelques jours encore, qui décernant des satisfaits au premier magistrat, qui des cartons rouges au sein des chapelles politiques et siècles de réflexion, le débat fait rage. Pour d'aucuns, au regard de l'intervention du chef de l'État, les 3 ans de mandat restants s'annoncent des plus prometteurs, pour d'autres, des plus hypothétiques. 2 courants d'idées, en somme, qui à la limite s'opposent au lendemain de cette sortie médiatique des plus attendus. 2 ans de gouvernance vus par Patrice Talon en personne. Moment télévisuel, déception ou juste un show médiatique. C'est le thème. Mesdames, Messieurs, au menu de votre émission du jour. À ma gauche, pour l'instant débat, Zéphirin Aouga, philosophe, analyste, acteur du secteur privé. Il est un observateur averti de l'actualité sociopolitique et économique, acquis à la cause du régime au pouvoir. Le nouveau départ. Zéphirin Aouga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour nous aussi de vous savoir disponible. Merci. En face de vous, Irénée Agossa, acteur politique. Il est le président du parti ENA, le nationaliste. Un parti de l'opposition qui joue depuis peu la veillée d'âme. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Sika TV. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Sachez-le, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous savoir aussi disponible. Ça fait un petit moment par ici, on comprend. Le devoir appelle partout et on essaie de répondre. Presque 1 heure d'échange à bâton rompu sur bien des sujets de haute importance. Patrice Talon n'aura pas fait dans la dentelle. D'abord, chers invités, son état de santé. Le chef de l'État s'est voulu, Zéphirin Aouga, rassurant. Tout à fait, il le faut, puisque en tant que premier magistrat du pays, et les Béninois ont quand même besoin de savoir si celui qui les dirige est en bonne santé. Et je crois que c'était une bonne chose de faire cette interview, disons, ce genre magazine, c'est même plus qu'une interview, hein, et de faire cet élément-là en évoquant cet aspect de l'état de santé du chef de l'État est quelque chose qui quand même doit pouvoir rassurer les Béninois que celui qui les dirige a les forces, les capacités nécessaires de pouvoir se soumettre au service, de soi se mettre au service de la nation et de pouvoir travailler véritablement pour l'intérêt du pays. De la disponibilité, oui, Irénée Agossa, le chef de l'État, l'a mentionné et son État le permet. Les Béninois peuvent être rassurés. Le reste du parcours, il le fera à leur côté et de la manière qui sied. Vous l'avez suivi. Oui, je l'ai suivi et je rends grâce à Dieu. Et je pense que lui-même, il doit rendre grâce à Dieu puisque la santé, c'est Dieu qui la donne. Et je pense que cela est indispensable qu'il le fasse. Et avant de revenir sur votre question, où je vais apporter d'autres précisions, c'est de dire d'abord sur la forme de l'interview, du bilan. La forme, vous voyez, le chef de l'État, d'autres l'ont dit certainement avant moi, et je n'ai pas vu quelque chose d'exceptionnel qui mérite que la priorité soit donnée à la presse internationale au lieu que ça ne soit sur notre chaîne nationale. Je ne vois pas haute compétence, ce qui est d'extraordinaire pour qu'on aille d'abord donner la priorité, je dis. Il peut faire face à la chaîne internationale. Mais pour parler de ces 2 ans, c'est nous ici d'abord. Et qu'il parle avec nos journalistes qui vont lui poser des questions de ce que vivent les Béninois. Donc là, du point de vue forme, ça ne montre pas la volonté du chef de l'État à s'exprimer à ces gens ici et donner de la valeur à la presse. Encore, cela montre que le chef d'État minimise les compétences au niveau des médias. Pour lui, les médias ne valent pas grand-chose et que pour porter le message, même aux Béninois, il faut passer par les chaînes internationales. Ça, c'est vous qui le dites, c'est un véritable problème. C'est ce que je constate. Du point de vue forme, je dis toujours, moi je suis Béninois, c'est le Bénin avant tout, je dis, quand on veut se présenter à l'international, qu'il prouve qu'il est Béninois, ne serait-ce que par l'habillement. Parce que l'une des filières qui vont porter dans notre pays, c'est aussi la couture, c'est aussi les vêtements. Et quand vous portez une tenue qui caractérise votre pays, on vous sent.
on sait qu'il vient de tel pays. Il ne pourra pas savoir nouer la cravate plus qu'un Français, plus qu'un Italien. Ce n'est pas de sa culture. Donc, en tout cas, en ce qui nous concerne, quand vous voyez un Burkinabé, quand vous voyez un Nigérien, quand vous voyez un Nigérien en face des journalistes internationaux, vous saurez qu'ils sont de leur pays. Du point de vue fond, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure, mais je peux vous dire encore que du point de vue forme, le chef de l'État, en préparant son bilan, ce n'était pas un bilan, c'était rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Vous allez voir, c'est désarticulé. Un chef de l'État qui veut rencontrer des journalistes, encore des presses internationales, c'est tout un cabinet qui travaille. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble qui travaille. Le président n'a pas. Je vous interromps momentanément, mais le chef de l'État ne va pas présenter devant les écrans le cabinet qui a travaillé avec lui, mais vous constatez le produit. Le produit, mais le produit, c'est les chiffres, les perspectives. Nous allons entrer dedans tout à l'heure. Les chiffres, pas du tout. Quand on vous donne l'opportunité de parler de la croissance, le chef de l'État ne peut pas parler d'une certaine croissance. Pas possible. Il doit dire la croissance au niveau où il a pris et à quel niveau, lui, il projette la croissance, puisqu'il a fait 2 ans. Et quels sont les indicateurs réels sur lesquels il s'appuie. Vous abordez graduellement là le fond du sujet. On y revient avec votre mission. Je reviens sur votre question pour dire la bonne santé du chef de l'État, c'est vrai. Nous remercions Dieu, mais il doit constater que sa bonne santé n'a pas eu d'impact sur la santé du peuple. Comment ça ? Le peuple n'est pas en bonne santé. Le peuple n'est pas en bonne santé. Notre économie est au plus bas. Le social dans le pays, d'ailleurs, on lui allait en parler dans l'interview. Il a détruit le système microéconomique à la base. Les déguerpissements, sans penser à quelque chose qui doit pouvoir compenser. Et nous allons venir. Il a donné des exemples. Donc, en gros, le chef de l'État n'a pas rassuré. Et le chef de l'État pense surtout à lui-même. Il est satisfait de lui-même. Il n'est pas sensible à la souffrance du peuple. Évidemment, lui, il est déjà suffisant. Il se dit hors du besoin. Donc, les autres peuvent ne pas être hors du besoin. Quelques réactions, Zéphirin Agoua, avant que je ne pose d'autres questions. Oui, j'aimerais bien être prolixe autant que M. Irénée Agossa. Mais je crois qu'il y a un peu de sentiment, un peu d'exagération. Nous sommes tous béninois. Et lui, il a beaucoup plus de raisons de raisonner comme il le fait, puisqu'il est un homme politique avant tout. Mais il y a un peu de sentiment et d'exagération. Par rapport à l'élément, à l'interview et tout, il est vrai, vous avez commencé votre émission ici et pas fait ce bilan-là. C'est, je crois, que la 2e ou 3e émission sur cette question-là. Tout à fait. Et l'élément même a déjà duré au moins 3-4 jours comme ça. Voilà. Donc, on a eu après des éléments aussi. Il y a un journaliste qui faisait partie de cette interview-là, pour ne pas le citer, M. Patindé Francis, et qui a expliqué un peu comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, et que ce soit finalement la presse internationale qui a eu la chance de faire cette interview-là. Il est vrai qu'on lui a même demandé si c'était le Bénin qui était demandeur, ou bien si c'était le chef de l'État lui-même qui était demandeur, et c'est ce qu'il a dit. Il a dit non, que c'est eux qui... Et depuis un an, c'est eux qui demandaient cela, et finalement, le chef de l'État a accepté, et ils ont fait. Qu'à cela ne tienne. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où n'importe où, vous, Sika, on connaît les ennuis que vous avez ici, ici, mais pourtant, on vous suit. On vous suit quand vous faites cette émission-là, elle est suivie correctement. Vous n'imaginez pas qu'on ne peut pas vous capter au Bénin, mais pourtant vous êtes suivi. Parce que moi, chaque fois quand je suis ce que vous faites ici, mais quand vous voyez le nombre de personnes qui vont sur le net pour suivre ça, mais vous dites, mais à quelque chose peut-être malheur. Bon, mais ce n'est pas une raison pour qu'on ne vous permette pas de démettre ici. Ça, c'est une parenthèse. Mais par rapport à la forme, je dis à mon grand frère ou à mon frère Irénée Agossa que
c'est son sentiment, mais ce n'est pas forcément la réalité. On ne peut pas tirer une conclusion de là en disant que le chef de l'État n'aime pas son pays et que, bon, pour parler aux Béninois, il lui faut passer par la chaîne internationale et qu'il ne trouve pas la compétence locale. On a vu déjà ces ministres faire l'exercice. Le chef de l'État, l'élément du chef de l'État n'aurait même pu, il pourrait ne même pas le faire, mais les ministres à qui on a confié des charges réelles. J'ai un ancien directeur ici, qui a assumé aussi être directeur d'une grosse société comme la Sonacop, c'est assumer aussi une haute fonction. Donc, ces cadres-là, ces ministres-là, étaient passés pour dire ce qu'ils ont fait, secteur par secteur. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant pour les Béninois, puisque le chef de l'État lui-même, en tant que président, mais il ne peut pas tout connaître. La preuve, c'est qu'il a besoin des ministres. Et quand vous prenez le ministre des Finances, par exemple, il a des éléments qu'il maîtrise que le chef de l'État lui-même ne maîtrise pas, bien qu'il soit chef de l'État. Donc, sur cet aspect, je demande à M. Agossa que je respecte son sentiment. Nous sommes des êtres humains, lui, il est politique aussi, et c'est normal, mais moi, en tant que citoyen ordinaire, je ne pense pas que l'envie du chef de l'État était d'écarter les journalistes béninois pour pouvoir s'exprimer à l'international. Oui. On va sur le fond, avec votre permission, état de santé du chef, mais également l'état actuel de la nation Bénin. Les qualificatifs, vous les avez suivis en son temps, que ce soit le chef de l'État, que ce soit aussi la première personnalité de l'Assemblée nationale, mais des réactions s'en sont suivies. Mais le chef est revenu préciser le contexte. Parlant de sa responsabilité, dit-il, c'est une adresse à toute l'élite, a souligné Patrice Talon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le Bénin n'est pas né en 2016. Qu'on cesse de penser que c'est Joël Rotondi ou bien c'est M. Agossa qui est le mécréant. Non. Le Bénin est né il y a longtemps. Il y a longtemps que nous sommes dans ce pays et nous connaissons nos travers, nous connaissons ce que nous faisons de bien, nous savons comment nous avons géré ce pays tout le temps. Et aujourd'hui, le gouvernement qui est là, le gouvernement est là aussi, est arrivé dans un contexte donné. C'est à croire que tout était rose avant. Et il ne faut pas croire que ce que nous vivons au Bénin, que c'est seulement circonscrit au Bénin. Il y a une crise sur le plan africain aussi. Vous allez un peu au Niger et faites vos enquêtes, vous êtes journaliste pour savoir ce qui se passe au Niger. On relaie ces faits au quotidien. Voilà, allez un peu au Nigeria. Les Nigériens qui ont compris, parce qu'il y a une intelligence là, les gens qui, eux, ils ont une politique ils ont une politique de pouvoir développer et sécuriser leur économie. Les Nigériens, quand ils ont senti le coup de semonce, il y a 2 ans, et vous avez vu les réactions, ce qu'ils ont fait. Ils ont baissé le Naira, tout ça là, pour dévaluer le Naira, pour pouvoir avoir un peu plus de force pour remonter dans l'économie. Aujourd'hui, ils sont en train de remonter la pente, mais ils continuent toujours de faire des efforts. Et ils sont en train de développer la production locale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les produits, par exemple le riz et d'autres produits qui sortent d'ici pour aller au Nigeria ne peuvent plus aller. Le Nigeria, bien que nous disions que nous sommes des frères, c'est un pays protectionniste. Et depuis 1978, depuis l'accord de Badagry, ils nous ont déjà dit qu'eux, ils veulent bâtir leur économie sur la production locale. Et si nous sommes des frères, que nous sommes frontaliers avec eux, que nous voulons travailler avec eux, nous devons aussi tout faire pour produire localement, pour pouvoir vendre. Mais ils ne veulent plus que nous importons, que les importations viennent de l'extérieur, passent par le Bénin pour aller parachuter au Nigeria, que cela déstructure leur économie. Et je crois que ce qu'ils sont en train de faire, et ça aussi, ça joue sur le Bénin. Donc, il appartient au Bénin de s'organiser. Et quelqu'un a écrit dans ce pays que le Bénin, c'est un État entrepôt. C'est le professeur John Higuet. Alors, ça fait combien d'années qu'on parle de cela? Donc, ce n'est pas du temps de M. Patrice Talon que nous sommes là où nous en sommes. Maintenant, il a parlé de la responsabilité des cadres béninois et dont lui-même. Et puis, c'est vrai. Dans ce pays, les pauvres, les anonymes de ma catégorie ont quoi?
Mais c'est c'est l'intelligentsia, les cadres et tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir gérer la chose commune, c'est eux qui s'en sortent. Mais les autres se battent. Si vous allez dans le privé, vous battez pour devenir quelqu'un. C'est comme ça. Irénée Agossaoui, le chef d'État a tenu à faire cette mise au point. Quand on parle de l'état actuel de la nation, c'est une responsabilité collective et il va falloir collégialement travailler pour améliorer la donne. Et lui, il a pris sa part de responsabilité et voudrait bien voir le pays changer. Il a pris sa part de responsabilité comment? Parce que vous l'avez suivi. Oui, il n'a pas pris sa part de responsabilité. Quand le chef d'État reconnaît qu'il reconnaît qu'il est compté parmi la minorité, qu'il a bénéficié de la situation qui a conduit le pays à l'état dans lequel se trouve le pays aujourd'hui, en quoi il a pris ses responsabilités? En quoi? Et ce qu'il fait aujourd'hui? Non. Ailleurs, les erreurs du passé ne se reproduisent vous pas. avez vu en Afrique du Sud, quand on a pris conscience que chacun avait une responsabilité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a ce qu'ils ont dénommé le comité réconciliation, vérité, réconciliation. Et tout le monde a dit ce qu'il reprochait à l'autre. Ce n'est pas ça ici. Ici, le chef d'État dit, moi j'ai bénéficié de la chose, je caricature. J'ai bénéficié, mais je continue d'en bénéficier, mais vous, plus jamais. Ben, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce que je le vois faire. Je le vois faire. Je le vois faire. Mais écoutez, quand lui est venu, les premières décisions qui sont prises, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au coton. Le coton, qui est le roi du coton? C'est pas lui. C'est vrai, mais écoutez, ensuite, évidemment, n'est-ce pas une évidence aussi que le coton occupe une place prépondérante dans l'économie? Mais qui gère le coton? Et là, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ça, c'est une minorité qui continue d'accaparer. Et quand vous allez au port, avec le PVI lui-même a reconnu que dans ce secteur-là, que c'est ses amis et ses héritiers, c'est eux seulement qui ont la compétence de le faire dans le pays. Et quand il s'agit d'eux, il n'y a pas question de compétences. Il y a question de compétences. Les Béninois sont compétents quand il s'agit d'eux, quand il s'agit de lui-même, etc. Mais non, le président n'a pas pris conscience de la situation, que la responsabilité est collégiale, parce que ailleurs où le clivage idéologique n'est plus à l'ordre du jour, lui, il a instauré le clivage des personnes, des individus. Actuellement, d'autant plus que le gouvernement qui est en difficulté et qui doit compter sur le secteur privé ne peut pas aujourd'hui rencontrer le patronat. Vous n'avez jamais vu, depuis son arrivée, une rencontre avec l'exécutif et le patronat en ce qui concerne les programmes d'investissement privé? Est-ce que vous l'avez vu depuis? Les opportunités de voyage où le patronat accompagne le chef de l'État dans une situation économique dans laquelle nous sommes pour pouvoir trouver des opportunités, vous l'avez déjà vu? Parce que simplement, son adversaire politique, aujourd'hui, se retrouve être le président du patronat. Mais il n'y a pas que lui au sein du patronat. Attendez, c'est ce que je vous dis. Il y a d'autres choses qui se font. C'est une panne. Il y a une panne au niveau des relations entre l'exécutif et le patronat chez nous. C'est un véritable problème. Et c'est pour ça que je vous dis que les responsabilités ne sont pas encore très bien situées et les erreurs du passé ne sont pas du tout corrigées. Peut-être qu'on les a du tout pas, on les a encore amplifiées. On les a amplifiées. D'autant plus que s'il reconnaît que c'est par des luttes syndicales importantes en 90 que nous avons eu la démocratie, il ne peut pas continuer à encourager la violation de la Constitution en soutenant dans son interview qu'il faut retirer le droit de grève alors que la Constitution béninoise dit qu'on ne doit pas retirer le droit de grève. Le chef d'État a confirmé devant tout le monde. Vous aurez une petite fenêtre. Permettez-moi de vous poser une question. Je reviens pour vous dire. Avant de revenir, permettez-moi de vous poser une question parce que le sujet devient trop préoccupant pour les Béninois. Mais est-ce que vous êtes vraiment fier lorsque vous observez les agissements de ces syndicalistes? Écoutez, laissons quand vous parlez. Vous avez ouvert cette petite moi, je parle de la loi. Le chef d'État a dit, vous préférez rester au niveau de la loi. La Constitution, si vous voulez voir la Constitution béninoise, le droit de grève est constitutionnel. Si on veut revenir là-dessus, c'est un débat national. Alors, je dis ici, le chef d'État a amplifié parce que la violation de la Constitution est devenue maintenant monnaie courante. Donc, on doit tirer le leçon du passé pour qu'on ne tombe pas
dans des situations dans lesquelles on était, où les droits ne sont pas respectés. Il a dit tout à l'heure des choses très importantes. Il dit que cette télévision n'est pas perçue ailleurs, etc. À cause de quoi? Du fait que des institutions ne jouent plus leur rôle convenablement. On attaque. Oui, j'ai été membre de la RAC. J'ai été rapporteur de la RAC. Premier rapporteur de la RAC. Vous n'avez aucun problème avec la RAC. La fréquence utilisée par Sika TV n'est pas une fréquence octroyée par la RAC. C'est clair. Et si on autorise TV5, France 24 à émettre ici, vous avez le droit en tant que Béninois d'émettre sur notre territoire. Mais de ces choses qui se passent, de ces choses qui se passent, je vous dis, c'est plus grave. On brouille aujourd'hui des fréquences. Un droit du pays. Ça appartient au gouvernement et le chef du gouvernement, le chef de l'État, c'est le président Patrice Talon. Mais alors, aujourd'hui, on brouille les fréquences. Donc, et personne ne dit rien. Donc, sur l'état de la nation, je vous dis, il y a des situations plus graves. Donc, parce que les responsabilités ne sont pas suffisamment situées. C'est pourquoi je dis, lui-même, quand il a fait le bon constat, que j'étais membre, j'ai joui. Vous avez vu le Christ, quand il disait j'étais au début avec Dieu, et que je savais tout au début. Lui, s'est sacrifié pour montrer la voie. Mais ici, on dit, moi, je ne suis pas dans les sacrifices. Moi, je suis déjà en dehors du besoin. Eh mais c'est vous qui allez vous sacrifier. D'autant plus qu'il croit que être en dehors du besoin, c'est un critère pour la bonne gestion. C'est tout à fait faux. Vous avez vu dans ce pays, Kwame Nkrumah, où était le bien matériel que Kwame Nkrumah avait. C'est la vision d'un État, la vision de gestion d'un État qui te conduit, qui fait de toi un homme d'État et la bonne gestion d'un pays. Et nous constatons que le chef d'État n'a pas une vision. Non, le chef d'État n'a pas une vision. C'est parce que la vision lui manque aujourd'hui qu'il se cantonne seulement sur le bien matériel, l'acquisition matérielle, pour dire que voilà, moi j'ai acquéri, les autres ont pu acquérir, et voilà, nous allons voir. Et il trouve, parce que évidemment les responsabilités ne sont pas suffisamment situées, qu'en 2 ans, il n'y a pas d'impact sur les actions. Il dit que les ministres sont intervenus. Les ministres sont intervenus, c'est vrai. Mais quand on donne l'opportunité au chef de l'État devant la presse internationale de parler de son bilan, il prend tout ce que les ministres ont fait et il voit l'impact que les ministres, tout ce que les ministres ont réalisé sur le développement du pays. Mais il n'a pas profité et il n'a pas fait comme il doit le faire, M. Zéphiré. Oui, il y a assez d'aspects d'évoquer. J'imagine que vous avez des éléments à relever. Oui, de quand nous parlons, et on doit tenir compte de la réalité. Nous sommes sur un plateau ici. Tout à fait. Et vous voyez, vous avez un conducteur. Et malgré que vous êtes journaliste professionnel, vous n'avez pas idée que M. Agossa allait prendre la parole de cette manière, développée comme ça. Ça déjà ampute sur votre conducteur déjà. Vous voyez? Donc, lorsqu'on invite le chef de l'État, il ne peut pas prédit d'avance comment est-ce que les journalistes vont le cuisiner, tout ça là. Donc, même s'il avait préparé quelque chose, ça dépend de comment est-ce que l'interview se passe et tout. Donc, on ne peut pas, du coup, tirer des conclusions là. Maintenant, je vais revenir sur... Mon frère Irénée Agossa est un politique. Et à cause de ce titre-là, j'ai de la peine à le contrer. Parce que c'est de bonne guerre. Mais je vais lui demander, je vais quand même dire qu'il exagère un peu. Parce que tout ce que le chef de l'État a dit, il ne l'a pas dit tel que l'a ressenti M. Agossa. Non. Il a effectivement reconnu qu'il a profité comme certains l'ont fait et que c'est comme une confession, il le reconnaît. En plus, il a reconnu quand même que les institutions internationales, la BAD, tout ça là, le FMI et tout, ont reconnu quand même que sur le plan économique, il y a une certaine croissance que nous observons, même si cela ne profite pas encore à la population. M. Irénée Agossa a des chiffres et il peut en dire. Maintenant, lorsque nous parlons de notre pays, nous devons faire l'effort, surtout lorsqu'on est politique, de savoir que la théorie, elle est très facile. Mais la pratique
est tout à fait le contraire et parfois déjoue la théorie. Monsieur Agossa, qui est un politique, aspire à gérer ce pays. Et moi, je ne sais pas encore son envie. Il y a 5-6 ans, il était très, très déterminé. Je ne sais pas s'il a toujours et cette envie-là. Je souhaite vivement qu'il continue. Mais à ce niveau de gestion, tout le monde doit être humble. À ce niveau de gestion, de responsabilité, c'est l'humilité. Et nous qui sommes un peu à l'extérieur comme des spectateurs, quand nous voulons intervenir et que nous avons un certain niveau, nous devons prendre un peu de la hauteur aussi, pour ne pas donner l'impression que si on nous mettait là-bas tout de suite, que tout ce que nous disons, que ça allait changer. Il a parlé tantôt du président du patronat. Vous voyez, nous sommes des humains. Et je me rappelle bien, j'ai beaucoup suivi M. Irénée Agossa quand il était avec son parti, et quand il était avec le président Boigny, même quand il a été directeur et à la Sonacop et tout. On a vu ses positions, comment est-ce que les gens tiraient sur lui. Il lui arrivait des fois où, dans des émissions à la radio, il s'énervait, puisque c'est un être humain. Alors, lorsque vous êtes chef d'État et que, visiblement, vous avez un adversaire politique, nous sommes des humains, ce n'est pas facile à gérer aussi. Vous n'allez pas demander à un chef d'État quelqu'un que vous-même vous déclarez être adversaire politique à un chef d'État, vous lui demandez sans que cela ne se règle pas, que lorsqu'il veut voyager, qu'il soit avec son adversaire politique. C'est des choses concrètes que nous faisons tous les jours et que lorsque nous voulons raisonner de manière générale, que nous puissions en tenir compte pour ne pas donner l'impression que c'est celui qui est là. Nous n'avons aucun intérêt à diaboliser notre chef d'État. Aucun Béninois, s'il est vraiment sérieux. On peut ne pas être contre les choix qui sont faits, on peut ne pas être contre la politique qui est menée, mais nous devons trouver les formules nécessaires pour ne pas diaboliser notre président de la République. Parce que pour le moment, si nous devons respecter la Constitution, comme le dit mon cher et grand frère ou frère Irénée Agossa, si nous devons respecter la Constitution, pour le moment, nous avons un chef d'État et c'est lui qui nous représente. Et d'ailleurs, d'entrée de jeu, M. Agossa, en tant que citoyen, en tant que Béninois, c'est désolé que son chef de l'État, lui, qu'il affectionne, ne puisse pas lui parler directement et qu'il ait eu besoin de passer par le couloir de la chaîne internationale. Ça montre déjà un sentiment citoyen. Lorsque, pour que ce sentiment citoyen puisse vraiment exprimer un sens positif, il faut tout faire pour éviter de diaboliser le chef de l'État. Parce que jusque-là, oui, il est encore notre chef d'État. Tout à fait. Maintenant, pour tout le reste des aspects, chacun est libre. Lui, en tant que politique, il peut trouver que rien ne va dans le pays. Mais aucune action durable ne se réalise d'un trait. Tout à fait. Aucune action durable ne se réalise d'un trait. En tout cas, pour les actions phares, le chef de l'État, vous le savez, ses invités a mis un point d'honneur pour ce qui est du secteur de l'économie, afin de permettre à la caisse de mieux se porter. Le palier de la ménagère, dit-on, est des plus déficitaires, mais dans les tout prochains mois, pourquoi pas, tout le monde pourra pousser un ouf de soulagement. Donc là, le volet économique, ça reste vos domaines respectifs. Le chef de l'État appelle à la circonspection dans les actions. À raison, il y a la boucle ferroviaire qui a retenu l'attention de tout le monde. Un choix que beaucoup de Béninois n'arrivent pas à comprendre. Zéphirin Aouga, le chef de l'État, a exprimé toute sa désolation, mais l'impérieuse nécessité de permettre à ce pays de mieux se positionner et de mieux se porter. Donc, un choix mu par l'intérêt général de la nation. Tout à fait. On peut penser que revenu sur ce contrat, puisque c'est Pétrolin qui a gagné et ce marché-là, mais entre-temps, il y a eu le gouvernement précédent avec Bolloré, et comme ce n'est pas le Bénin seul, il y a le Bénin et le Niger. Je crois que les États ont trouvé qu'il faut adjoindre quelqu'un, il faut adjoindre une autre structure à
Pétrolin pour pouvoir gérer ce projet-là. Donc, on a fait une concession à Bolloré qui a commencé à travailler, mais Pétrolin n'a pas été d'accord. Et cela a été porté au niveau des tribunaux et finalement, c'est Pétrolin qui a gagné. Mais déjà, Pétrolin a gagné, mais nous ne savons pas ce que ce conflit-là va générer après. Dans l'avenir, oui. Dans l'avenir. Mais le chef de l'État qui est venu, qui est un peu prudent et tout, qui a vu aussi qui a vu la lourdeur de l'infrastructure à mettre en place, ce que les ressources financières dont il va falloir et dont on aura besoin pour pouvoir concrétiser effectivement cette infrastructure, était rentré en négociation avec les acteurs. Ce qu'il a dit dans l'interview, ce n'est qu'une révélation. Et il ne s'est pas levé pour décider. Il est rentré en négociation. Est-ce que depuis que ça a commencé, vous avez vu Pétrolin se plaindre? Du tout pas. Non. Est-ce que vous avez vu Bolloré commencer par crier pour dire non? Il était rentré en discussion. Je crois que c'est le fruit de cette discussion-là, c'est le résumé qu'il a révélé au cours de l'interview pour dire que voilà, je les ai appelés, j'ai discuté avec eux, je leur ai demandé de se retirer parce que ce que nous voulons mettre comme infrastructure, ce n'est pas ce qui avait été prévu, qu'il faut réhabiliter les chemins de fer, mais il va falloir construire de véritables chemins de fer selon les normes actuelles, les normes modernes, et que pour cela, il faudra beaucoup d'argent pour le faire, et un financement commercial ne peut pas permettre cela. Je crois, sur ce sens-là, je ne pense pas que M. Irénée Agossa serait à sa place et ne ferait pas pareil. Pareil, parce qu'il y a même une opportunité que la Chine, qui a voté près de 60 milliards de dollars pour aider les pays africains dans ces genres d'infrastructures, tout ça là. Donc, c'est un marché sur lequel on peut aller véritablement pour capter des ressources pour pouvoir mettre en place ces infrastructures-là. Je crois qu'il serait complètement inintelligent de ne pas profiter de cela. Je crois qu'il faut saluer la démarche, la diplomatie du chef de l'État qui a pu quand même arriver à convaincre ces deux protagonistes, Pétrolin, à qui on avait déjà donné ce marché-là, qui était adjudicataire du projet, et Bolloré, à qui on a donné une concession. Le chef d'État qui a pu quand même discuter avec ces deux pour pouvoir permettre au Bénin de réaliser cette infrastructure-là sans les querelles juridiques au niveau des tribunaux. Oui, Irénée Agossa, le dossier boucle ferroviaire pour le chef de l'État, l'intérêt supérieur de la nation doit prévaloir et il prend les mesures qui s'imposent afin que l'initiative puisse être simplement une initiative heureuse, sans d'autres dommages pour la nation. Alors, mais sans doute dommage, c'est là où moi je voulais qu'on intervienne parce que le tribunal a donné raison à Pétrolin. Je pense que si le chef d'État veut un règlement amiable, c'est qu'il faut certainement dédommager. Il a parlé de... Moi, je l'attendais sur un point. S'il parle de 60 milliards de dollars que la Chine met à disposition pour les pays africains, oui. Ce qui concerne bien sûr l'investissement dans ce domaine, les conditions posées par la Chine ne sont pas que le fait que vous avez le projet. Je ne suis pas sûr. Les investissements se font d'une manière réglementaire dans un pays. Vous devez avoir les conditions d'investissement. Parce que n'importe comment c'est un prêt. Et les conditions ici, c'est de voir notre niveau d'endettement. Il faut aussi voir le niveau de déficit budgétaire que nous avons par rapport à notre PIB. Et là, il faut qu'il le sache. C'est-à-dire, je veux avoir un chef d'État qui maîtrise un ensemble de données. Quand vous voulez faire un prêt de près de 5 milliards de dollars pour une infrastructure de ce genre, et que vous devez encore dédommager, puisque le dossier est au tribunal, et vous avez dit qu'il faut régler à l'amiable, ça veut dire que vous devez certainement dédommager. Combien ça nous coûte? Et ça serait sur le dos de qui? Du contribuable béninois? Encore que ce projet, c'est sur les deux États. Donc il faut que les deux États s'entendent. Il ne m'a pas dit, je n'ai pas entendu que le président nigérien et moi, nous nous sommes déjà entendus sur tel aspect du projet. Il a dit ce que lui pense du projet. Et dans ce projet, les conditions de prêt doivent être étudiées. Nous avons déjà un prêt que nous faisons au niveau de la Chine en ce qui concerne l'aéroport de Glodjibé. Nous sommes là. Et que nous avons des prêts que nous effectuons déjà. Il y a les emprunts obligataires que nous avons effectués. L'endettement du pays est à quel niveau?
au même moment, qu'est-ce que nous faisons du déficit budgétaire, où la Banque mondiale nous exige, et le Fonds monétaire international nous exige de réduire notre déficit budgétaire par rapport au PIB. Avec ça, nous allons comment endetter le pays jusqu'à quel niveau et régler le problème de pauvreté, de croissance. Quand nous avons une population qui croît à raison de 3,2%, avec une jeunesse qui doit être formée. Donc, voilà les priorités. Donc, comment il met en place ce mécanisme pour que nous ayons les fonds? C'est ça ce qu'on veut d'un chef d'État. Quand le chef d'État parle sur la question, pour rassurer, il détermine, il montre comment le système a été mis en place pour que nous aboutissons à ce prêt et pour que ça marche. Et que nous ne sortons pas avec une situation compliquée et qui n'arrive même pas à réaliser l'investissement, parce que les conditions d'investissement sont là et que nous avons plusieurs partenaires qui interviennent en ce qui concerne notre équilibre budgétaire. Donc, c'est là où moi je veux voir le chef de l'État. Le chef de l'État s'est posé des questions sur le plan économique. Il a dit, lui, ce qu'il veut réellement et par rapport au développement du pays, que de savoir si, effectivement, ce qu'ils font est de nature à conduire à une économie prospère et durable. Il a demandé. Il dit, posez-moi les questions à savoir si ce que nous faisons peut apporter de l'énergie durable, de façon durable, et que nous pouvons apporter de l'eau, de l'éducation, et que nous pouvons faire en sorte que les conditions favorables d'investissement soient là. Ça, ce sont vos préoccupations qu'il évoque. Non, c'est les préoccupations. Oui. Et là, je lui dis, il n'est pas au rendez-vous. Comment ça? Il n'a pas réalisé, non. Mais au niveau de l'éducation, qui est une condition sine qua non en ce qui concerne l'évolution du développement d'un pays, ils sont en grève depuis 3 mois dans le pays. Quand vous avez une jeunesse qui n'est pas formée, vous savez combien se sont donnés déjà à la drogue? Ou ils n'en parlent pas du tout. Le chef d'État n'en parle pas du tout. Son gouvernement n'en parle pas du tout. Et que nous avons des enfants qui sont encore à la maison, l'enfant des pauvres, où nous avons une situation de fracture sociale qui se pose. Ceux qui ont les moyens ont mis les enfants dans le privé. Les privés sont en train de finir le programme. On programme des examens au même moment où ceux qui sont dans le public, qui sont l'enfant des pauvres dans nos villages, n'ont pas eu l'éducation qu'il faut. C'est le pourquoi des réformes. C'est ce que je vous dis. Les réformes ne doivent pas nous conduire à ces catastrophes. Les réformes, c'est pour régler des problèmes sociaux. Quand vous faites des réformes, c'est pour toucher de l'argent là où se trouve l'argent caché. Vous faites sortir, vous faites travailler et que vous réglez des problèmes. On ne fait pas des réformes pour en créer de plus. C'est faux. Qui vous a dit que les réformes se font de cette manière? Non. Moi, j'enseigne les réformes. J'enseigne la pédagogie des réformes. Et je dis que la réforme d'État aujourd'hui, la condition de manager un État s'enseigne. Donc, les réformes, c'est pas du tout ça, ce que dit le chef de l'État. C'est pas quand un chef d'État sourit, quand un chef d'État s'énerve, on dit qu'il est dans les réformes. Non, pas du tout. Nous sommes à ce niveau aujourd'hui. Donc, je voulais vous dire simplement ceci, pour dire que, vous avez vu comment j'ai posé le problème de la boucle ferroviaire. Donc, il faut qu'on aille dans le sens d'un ensemble global. Des éléments de réponse à ces préoccupations. Donc, dans l'ensemble global, pour que le chef d'État donne des réponses. Quand on suit un chef d'État sur une question pareille, voilà les données sur lesquelles on se base pour dire on peut espérer. Je lui pose la question, mon cher ami. Est-ce que quand le chef d'État a parlé de la boucle ferroviaire, il peut me dire tout de suite, oui, nous avons les prêts. Oui, on peut rembourser, on peut régler à l'amiable. Oui, en 2 ans, ça va finir. En 3 ans. Non, il n'y a pas d'espérance. Il a dit ce qu'il a pensé. Or, nous ne voulons pas être dans le sentimentalisme. Nous ne pouvons plus être dans le sentimentalisme parce que, en réalité, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous sommes suffisamment en retard. Nous voulons vite aller. Lui-même, il dit qu'il veut vite aller. Donc, il faut qu'on aille plus vite. Je finis un point pour dire à mon cher ami qu'aujourd'hui, je parle des clivages qui se sont aggravés. Le chef d'État ne peut pas dire qu'il a un adversaire qui soit un opérateur économique. Vous voyez, le président de la France voyage avec des opérateurs économiques qui se sont déclarés de la gauche, qui se sont déclarés de la droite, qui se sont déclarés de l'extrême droite, de l'extrême gauche. Nous ne sommes plus à cette étape aujourd'hui où il y a les clivages. Le chef de l'État, il est chef de l'État, il est président de la nation. Lui, son objectif, c'est le développement du pays. Tout à fait. Et quand il veut aller, il va même avec des gens qui ne sont pas de la même vision que lui. Il suffit que la personne soit dans la logique du développement du pays. Inclusif. Oui, Zéphirin Aouga, le développement inclusif, c'est le leitmotiv de l'autre côté, a souligné le chef de l'État. Tout à fait. Par rapport au projet ferroviaire, le chef de l'État n'a pas décidé seul.
Il a dit même dans l'interview qu'il a rencontré son homologue du Niger et qu'ils en ont discuté. Et qu'il y aurait des dédommagements et tout, ce n'est pas sur ce plateau-là que ça se dit. C'est des choses... Monsieur René Agossa, quand même, je rappelle, il fut directeur. Donc, ce n'est pas un petit poste. Il fut directeur de la Sonacop. Lui-même, c'est pas sur un plateau de télévision qu'on parle de dédommagement, de ceci, de cela. Non. Tout ça, c'est dans le couloir, ça. Ça, c'est dans les couloirs. Donc... vous m'avez relancé sur l'économie inclusive. Voilà. Il a raison, il a expliqué rapidement aux Béninois le bien fondé du choix porté aujourd'hui sur ce qui apparaît comme le poumon de l'économie nationale. Bon, merci beaucoup. Puisque j'ai M. Agossa ici, moi j'ai un problème quand on me dit que le port du Bénin est le poumon de l'économie du Bénin. Que le port est l'économie. Personnellement, je peux peut-être que je suis un idiot, je ne comprends rien, mais je voudrais qu'on m'explique qu'est-ce qui fait dire aux Béninois que le port est le poumon de notre économie. C'est ce que les cadres ont souvent avancé. Oui, ça m'étonne. Les cadres qui disent le port, le poumon, le port. On fait quoi au port? Qu'est-ce que nous faisons au port? On exporte, on importe, et nous exportons quoi? Dieu merci qu'avec le gouvernement actuel, les exportations au moins sur le plan du coton, que ce soit la NACA, tout ça là, on a eu les chiffres, puisque M. Irénée Agossa voulait qu'on parle des chiffres. Il y a des chiffres quand même qu'on peut citer à ce niveau-là. Ouais, mais vous pourriez y aller rapidement parce que le temps tire à sa fin. Oui, vous serez surpris tout à l'heure. Voilà, mais en dehors de ça, tout le reste, c'est que nous importons. Et nous importons, donc l'État prend des frais de douane, des trucs qu'on récolte, des ressources qu'on récolte pas. Mais si nous sommes sérieux, nous les Béninois, puisque nous avons parlé facilement et nous croyons que bon, il suffit de papoter pour être quelqu'un, pour grandir. Mais si nous sommes sérieux, nous devions changer la donne depuis. Les cadres ne seraient plus en train de répéter le port poumon de l'économie, le port poumon de l'économie. On aurait pu dire l'agriculture poumon de notre économie. On aurait pu dire l'industrie poumon de notre économie. On aurait pu dire beaucoup d'autres choses. Poumon de notre économie. Donc on cesse de nous dire le port poumon de notre économie. Maintenant le port depuis 1960, ça a été géré par qui? Par les Béninois, non? Sortons du sentimentalisme, sortons de ce sentiment de penser que, bon, il est vrai, nous sommes des êtres humains, nous devons être un peu orgueilleux et tout, mais l'orgueil seul ne suffit pas. Dans la vie, vous voulez réussir, quel que soit votre sentiment et tout, vous finirez par comprendre que c'est la raison qui vous permet d'aller loin. Seule la raison vous permet d'aller loin. Zéphirin Aouga, pour tout cela, ces Béninois, surtout vos compatriotes qui sont sceptiques, après cette sortie, c'est quoi votre adresse à leur endroit? Non, moi je vais leur demander que nous n'avons pas le choix. Et je ne dénie pas à tous les politiques d'avoir leur vision et de ne pas jouer dans la contradiction, de ne pas montrer qu'ils ne sont pas d'accord pour les choix. C'est leur rôle et nous sommes dans un pays démocratique, ils peuvent le faire. Mais il ne faut pas que l'on perde de vue qu'on doit utiliser cet aspect-là pour déstabiliser le régime, puisque en le faisant, nous ne rendrons service à personne. Merci à vous. Nous rendons service à personne. Aouga, que la positivité et l'intérêt supérieur prennent le pas, surtout. Merci beaucoup. Agossa. Oui, parlant du port, rapidement, il faut dire que le chef d'État, en une minute, qui parle de désert de compétences, montre encore que le Bénin n'est rien et que nous sommes un pays d'incompétents. Et malheureusement, c'est les incompétents qui l'ont élu. Et si vous êtes chef d'État élu par des incompétents, je ne veux pas dire ce que vous êtes. Un jour, alors il nous proposera que les Français ou les Hollandais viennent nous gérer. Parce qu'en fait, il a fait l'expérience, déjà vous rappelez, M. Gilles Guérin, qui est venu ici au Trésor, est resté dans notre directeur de la CA, qu'il a fini par limoger en octobre 2017. C'est pas seulement ceux qui quittent l'extérieur. Il a déjà amené un cas vachement payé, mais qui n'a rien foutu, puisque c'est lui-même qui l'a limogé en octobre 2017. C'est lui qui l'a limogé. Et enfin, il a mis un Béninois. Donc là, s'il dit que le port est mal géré depuis, alors pourquoi celle qui vient de partir n'a pas été arrêtée? Pour raison de mauvaise gestion. Il faut faire sortir ces chiffres.
et voir si elle a mal géré avant de dire que ça se gère mal. Il faut des chiffres. Un chef d'État ne fait pas des déclarations ainsi. Il faut des chiffres par rapport et comparer ça à d'autres ports. Je peux vous dire que le port est le poumon parce que le port, c'est la richesse. C'est par le port que les marchandises sortent. C'est par le port que nous avons les échanges. Notre port est bien. Notre mot de la fin est clair. Le chef d'État n'a qu'à comprendre. Il a dit qu'il n'a pas besoin d'unanimité autour de lui. Il ne veut pas faire plaisir aux hommes politiques, mais il n'a qu'à faire plaisir au moins au peuple. Personne n'a besoin qu'il fasse plaisir aux hommes politiques, qu'il fasse plaisir au peuple en réglant les problèmes du pays, en faisant en sorte qu'il y ait reprise des cours et qu'on fasse en sorte que le clivage qu'il instaure disparaisse et que le pays marche et que nous soyons dans une logique de réforme et non dans une logique d'homme fort et d'institutions faibles. Merci à vous, Irénée Agossa. Merci, Zéphiré Aouga. Merci pour vos contributions à ce débat. Vos appels ont également été entendus et feront sans nul doute tâche due. Et le 100% Bénin, c'est terminé pour le numéro du jour. Et Martin Luther King, avant de vous fausser définitivement compagnie, la véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. Prenez soin de vous. Demain, c'est un autre jour. Avec la même disponibilité, on sera là pour vous servir. À très vite.